politique, bienvenue à tous. Mickaël Darmon, bonjour. Bonjour. Cette semaine, on commence avec une semaine politique française comme on en connaît une tous les 10 ans. D'abord, il y a cette affaire Pygmalion qui fait imploser l'UMP avec des révélations ahurissantes et la démission de Jean-François Copé. Et le choc d'un Front National qui arrive en tête des élections européennes et un parti socialiste en baisse de 14%. Mickaël, quelle semaine? Oui, le quinquennat est bloqué. Le 21 avril européen a eu lieu un 25 mai. Mickaël, Christian Mallard, avec vous, nous partirons en Égypte où les bureaux de vote ont ouvert au début de la semaine pour élire le nouveau président égyptien. Et c'est le candidat de l'armée, le maréchal Al-Sisi, qui devrait refermer la parenthèse des frères musulmans. Oui, complètement. Et puis depuis 1952, eh bien, ça sera la 4e fois que les militaires font main basse sur le pouvoir. Tout est politique, François Hollande à bout de souffle. Le Front National avait prévu le coup. Ils avaient déjà fait imprimer des affiches Front National, premier parti de France dans les salles de conférence après l'élection. Ils obtiennent près de 25% des voix, un quart des suffrages. L'UMP 21% et le Parti Socialiste 14%. François Hollande ne se sent pas spécialement concerné dans cet échec. D'ailleurs, il explique qu'il ne change rien. Ce vote, c'est une défiance à l'égard de l'Europe, qui inquiète plus qu'elle ne protège. C'est une défiance à l'égard des partis de gouvernement, de la majorité comme de l'opposition. Ce vote, c'est une défiance à l'égard de la politique, qui après tant d'années de crise appelle toujours des efforts sans qu'on en voit encore les résultats. Mickaël, là, François Hollande est dans la bibliothèque de l'Élysée. Comment se sont passées les coulisses de cet enregistrement d'interview, de texte, en fait? Oui, c'est effectivement un message en allocution qui est diffusé en fin de journée, au moment où les 20h commencent. Mais toute la journée, ça a été une hésitation pour savoir à quelle heure il enregistrait, qu'est-ce qu'il allait enregistrer, fallait-il enregistrer, fallait-il être en direct, fallait-il parler, que fallait-il dire. Donc déjà, c'était effectivement assez intéressant, étonnant de suivre déjà ces hésitations que l'on d'ailleurs racontait au fur et à mesure de la journée aux grandes dames souvent de l'Élysée. Mais sur le fond, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on le voit en train de commenter effectivement ce qui s'est passé la veille, ce qui s'est passé dans ce séisme politique, avec tout simplement cette volonté de commenter cette analyse, mais on n'a pas le sentiment à ce moment-là qu'il y a des conclusions qui sont tirées, il n'y a pas de changement. D'ailleurs, il a été dit par Manuel Valls aussi, 2 jours avant le scrutin, on ne changera rien. Donc ça veut dire, vous pouvez vous exprimer, vous les électeurs français, vous êtes en colère, mais on ne va rien changer. Michael, il y a 2 points sur lesquels je voudrais vous entendre. Tout d'abord, dans ce discours de 5 minutes qu'il a enregistré, François Hollande dit à un moment donné, il faut réformer la France et réorienter l'Europe. Est-ce que finalement, ce n'est pas lui qui devrait se réformer et se réorienter? Premier point. Et 2, est-ce qu'il ne fait pas preuve d'un grand amateurisme, enfin plutôt le staff qui est autour de lui? À un moment donné, dans le discours, il dit qu'il y a une forte progression des partis pro-européens, alors qu'il y a des partis europhobes, eurosceptiques. Oui. C'est quand même assez dramatique. Ça, si je commence par ça, effectivement, c'est aussi un épisode qu'on a suivi et qui nous a interloqué quand on entend ce lapsus qui consiste à dire la progression des partis européens, alors qu'en fait, il avait en tête les partis europhobes. Hallucinant parce qu'on sait que cet entretien, enfin cette adresse a été enregistrée, donc ça veut dire qu'il y a au moins une quinzaine de personnes qui l'ont vu, contrôlé, validé, survalidé, qui l'ont écrite avant, qui l'ont vu quand il a été enregistré, et personne n'a dit mais là il y a un problème dans la formulation. Lorsqu'on a posé la question au lendemain à un très proche du président de la République, la réponse, vous savez quelle a été? Joker, on ne répond pas. C'est-à-dire qu'on comprend bien qu'effectivement, il y a un problème, c'est véridique. Sur le fond, là, par rapport à ce que vous dites, il faut réorienter l'Europe. Ce qu'on a vu également, après on l'a vu à Bruxelles, exiger effectivement que l'Europe tienne compte du vote en Grande-Bretagne et en France. Mais ce serait plutôt l'inverse qu'il faudrait faire. C'est peut-être faire en sorte qu'il y ait peut-être plus d'Europe dans la France pour éviter que tout cela revienne. Parce qu'il y a cette crispation, il y a cette peur de l'innovation que représente l'Europe et le monde d'une manière générale. Et on voit bien que le problème d'identité française qui est en train de se réveiller d'une longue fable où on a raconté depuis des années que la France a gagné la guerre, que c'est la plus grande puissance, que tout le monde se pâme devant l'influence française, alors que ça n'est pas vrai. C'est fini. Ça n'est pas la réalité, ça n'est plus vrai si ça l'a été pendant un temps. Le réveil est difficile. Et on comprend bien qu'effectivement, les politiques aujourd'hui ne sont pas à l'auteur des questions qui sont posées. Mais François Hollande rêve tout haut lorsqu'il pense qu'on va desserrer l'étau pour lui
disons, limiter les contraintes. Je pense qu'il n'y rêve pas, il est en plein dans la réalité pour le coup. Mais on le disait tout à l'heure, le quinquennat est bloqué, le jeu politique est bloqué. À droite, on va en parler, c'est l'implosion. À gauche, c'est la crise de puissance politique, de légitimité, de confiance. C'est la rupture entre la société et ses élites. On se retrouve quelque part dans la même situation qui a abouti il y a 12 ans au fait qu'au 21 avril, 21 avril c'était quoi? C'est pas Jean-Marie Le Pen au second tour, c'est l'élimination d'un parti de gouvernement, en l'occurrence socialiste, au premier tour de l'élection présidentielle. Alors justement, pourquoi est-ce que le lendemain, il fait ce message qu'on vient de voir, alors qu'il y a une bombe qui est en train d'exploser dans l'après-midi à droite? Alors ça, je pense qu'il a eu raison de parler quand même. Pourquoi? Parce que tous les chefs de gouvernement, mais là, ce serait voir ça uniquement à travers l'angle, on va dire, hexagonal. Or, on a vécu une soirée d'élections avec des résultats importants d'élections européennes. Tous les chefs de gouvernement et d'État se sont exprimés sur les résultats. Seul François Hollande, avec en plus le score français, aurait manqué à l'appel. Là, ça aurait été vraiment une faute politique. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que ce soir-là, quand il parle, quand il commente les élections, là, effectivement, on est encore focalisé sur le résultat du Front National. Deux choses à dire. D'abord, le centre droit émerge en majorité en Europe. Ça n'est pas une vague populiste. Il y a une montée des partis europhobes. Mais il faut quand même le dire, factuellement, et c'est une réalité politique, c'est le centre droit qui a gagné. Oui. Ce ne sont pas les populistes. C'est la première des choses à dire. Chrétiens-démocrates, M. Juncker. La deuxième des choses à dire, c'est qu'en fait, on aime bien aussi jouer à se faire peur avec le Front National. Ça fait 30 ans que les journalistes, les politiques scandent les progressions avec séisme, choc, la honte. Mais en réalité, une élection européenne ne raconte jamais le scrutin d'après. C'est même l'inverse, tout le temps. C'est une élection en circuit fermé. Elle ne raconte pas l'élection d'après. Ça, c'est important. Et deuxièmement, quand on dit progression du Front National, bon, ils n'ont encore aucune région, pas de département. Il n'y a que 14 villes. Il y a 14 villes et 1000 conseillers municipaux. Donc attention. Et puis surtout, mais personne dans la rue. Donc ce n'est plus un parti. C'est un parti banalisé. Voilà, ce n'est pas pour autant qu'il est accepté. Le premier parti d'opposition de France. C'est un parti qui est banalisé. Il y a désormais 3 partis en France. Et n'est pas pour autant accepté. D'abord, il y a le tripartisme, et on a bien vu. Le tripartisme maintenant qui est installé, elle a raison. On l'avait vu depuis déjà plusieurs élections. On le comprend avec cette élection européenne. Mais s'il est effectivement banalisé, vous avez raison, il n'est pas pour autant accepté. Marine Le Pen reste quand même avec 68% de mauvaises opinions en France, et 56% des Français ne veulent pas se séparer de l'euro. Donc, il y a quand même un problème entre la plaque sensible que représente le FN et sa réalité de prise de pouvoir. Ok, tout est politique, on passe tout de suite à l'Égypte. L'élection présidentielle en Égypte a commencé il y a quelques jours, un scrutin prévu sur 2 jours et sans surprise, ce sera le maréchal Al-Sisi qui devrait refermer la parenthèse des frères musulmans. Christian Mallard, là vous voyez justement en image le maréchal Al-Sisi, le favori en train de voter. Donc c'est la fin des frères musulmans ? C'est la fin des frères musulmans. On sait que les frères musulmans quand même avaient été élus démocratiquement il y a 1 an avec Mohamed Morsi. Simplement, il faut rappeler que si les militaires sont revenus, c'est quand même quelque part sous la pression du peuple, d'une grande partie, enfin disons une majorité des Égyptiens, qui ont vu que les frères musulmans voulaient détourner la révolution à leur propre profit et surtout pour installer un système, une république islamique. Donc ils n'en ont pas voulu. Simplement aujourd'hui, donc le maréchal Al-Sisi est là. Moi, je note quand même une chose, c'est qu'on a prolongé d'une journée, il devait y avoir 2 jours de vote pour les Égyptiens, on a donné un 3e jour parce que la mobilisation était jugée faible, 37% seulement, et donc là, on s'est dit, mais est-ce qu'il va être légitimé le maréchal Al-Sisi? Donc, les militaires vont tout faire pour le légitimer officiellement, mais quelque part, c'est une mascarade. Alors aujourd'hui, ils prennent le pouvoir, ils ont tous les instruments en main. Moi, je dis qu'il faut qu'ils fassent attention. Les frères musulmans aujourd'hui représentent quand même une grande force. Ils sont tous dans la clandestinité et les militaires les ont qualifiés de terroristes, c'est vrai, là-dessus ils ont raison. Et moi j'y ajouterais même en tant qu'observateur qu'il vaut mieux pour les Égyptiens globalement, la région et pour l'Occident, qu'on ait les militaires au pouvoir plutôt que les frères musulmans, ça c'est clair, je crois qu'il n'y a pas photo à ce niveau. Maintenant, il faut qu'ils fassent attention, qu'ils ne recommettent pas les erreurs qui ont été commises durant l'ère Moubarak. C'est-à-dire il faut quand même tenir compte des problèmes sociaux qui sont énormes dans ce pays. Et Al-Sisi en tient compte ?
Pour l'instant, moi, j'ai rien vu. Le gouvernement, économiquement, qu'est-ce qu'il a fait? Il y a toujours 32 millions d'Égyptiens sur 80 millions qui vivent avec 2 € par mois. Comment voulez-vous vivre avec 2 € par mois? Et quelque part, je pense que les frères musulmans vont continuer en coulisses, comme le fait le Hezbollah au Liban, à être le réceptacle du désarroi de ces gens-là. Est-ce qu'ils vont être autorisés encore à faire de l'action politique ou est-ce qu'ils vont être interdits comme ils vont être interdits. Ils vont être interdits. Donc c'est un peu un retour à la période Moubarak. C'est ce que je disais tout à l'heure. On revient à l'ère Moubarak et ça, c'est un danger. Il faut faire attention. C'est un danger ou c'est un facteur de stabilité? Non, mais attendez, là, récemment, il y a eu une autre mascarade. On a condamné Moubarak à 3 ans de prison pour corruption. Attendez, des militaires qui condamnent le militaire Moubarak, qui va être en résidence, surveillé, un peu dans un endroit doré et tout, il n'y a pas de problème et tout. Mais il y a quand même 690 frères musulmans qui vont être condamnés à mort, qui vont être exécutés. Ils ont été jugés. Donc moi, je pense que le clivage dans le pays persiste. Ça risque de se radicaliser. Ça risque de se radicaliser. Et donc, on peut avoir un retour de printemps arabe d'ici quelques temps? Écoutez, je ne suis pas prophète, de révolution, mais moi je pense que la situation n'est pas stabilisée, que les militaires peuvent rassurer en effet aujourd'hui une grande partie du peuple égyptien, mais il faudra qu'ils utilisent d'autres arguments que de dire les frères musulmans sont des terroristes, on les interdit. Je pense que ce n'est pas le meilleur moyen de rassembler la société égyptienne. La réalité, c'est qu'en fait, les régimes occidentaux, les États-Unis, l'Europe sont très contents de voir revenir un profil Moubarak qui va restabiliser le pays. Ça arrange même Israël. Israël, bien évidemment, c'est évident. Les Israéliens sont ébahis de voir le travail qui est fait à la frontière. Vaut mieux, d'autant plus que les frères musulmans voulaient instaurer un partenariat avec l'Iran. Je vous rappelle que les frères musulmans voulaient instaurer un partenariat avec l'Iran et puis commencer à avoir des liens très, très soudés, très sérieux avec le Hamas dans la bande de Gaza. Donc là, c'est un véritable danger. Donc je dis encore aujourd'hui, les militaires doivent essayer de changer un peu leur façon de gouverner, mais vaut mieux que ça soit eux que les frères musulmans, ça c'est clair. Et ils resteront de toute façon des militaires. Ils resteront des militaires. Voilà. Tout est politique, tout de suite, les images de la semaine. Christian, nous restons avec vous. Votre image de la semaine, c'est le pape François en visite au Proche-Orient la semaine dernière et notamment en Israël. Il a touché d'ailleurs du doigt la barrière, le mur qui sépare Israël des territoires palestiniens. Il a appelé à mettre fin à une situation inacceptable. Qu'est-ce que vous en pensez, Christian ? Ce pape s'avère être un pape très politique. Oui, c'est vrai. Il est religieux, bien entendu. C'est le numéro 1 des catholiques, des chrétiens. Mais c'est un pape politique. Quand il invite, c'est très malin, quand il invite le 6 juin, tiens, on va voir débarquer le jour du débarquement en Normandie, où il y aura Obama et les autres, la reine d'Angleterre, pour le 70e anniversaire du débarquement. On va voir débarquer le même jour au Vatican, Shimon Peres, qui sera à quelques semaines de son départ de la présidence, puisque son mandat va se terminer, et puis Mahmoud Abbas. Donc c'est très bien, on va prier pour la paix. Mais est-ce que c'est ça? Est-ce que le pape peut se substituer à Obama qui a échoué à amener les Israéliens et les Palestiniens à un accord? Oui. J'ajouterai simplement, Michael, il a pris Shimon Peres. Simplement, le président en Israël, il n'a aucun pouvoir. Et je pense que Netanyahou n'y serait pas allé avec Mahmoud Abbas. C'est symbolique, vous avez raison. Comme regardez ce qu'on voit en ce moment, voilà, regardez c'est symbolique. La symbolique, elle est forte. Mais elle ne résout pas le problème de fond. Mais moi, ce qui est frappant dans les images que vous montrez là, c'est que maintenant, en fait, il y a 2 murs pour lesquels on va finalement rendre hommage. C'est-à-dire la posture du pape qui pose sa tête contre le mur de séparation avec Bethléem, sur lequel il y a marqué Free Palestine, c'est quand même très impressionnant comme symbole. Fort, parce que maintenant, avant, on allait au mur des lamentations. Maintenant, on va au mur de Bethléem et au mur des lamentations. Et en fait, maintenant, quand on dit d'ailleurs, souvent dans les discussions, selon les pays dans lesquels on est, quand on dit on est allé au mur, il faut préciser lequel. Enfin, c'est pas Berlin parce qu'avant, on n'a jamais dit ça. Je parle simplement en termes de décryptage de ce que ça signifie maintenant en termes d'image. Vous vous rendez compte, il vient de donner une symbolique au mur international en faisant ce geste. Regardez. Et pensez-vous que ça peut avoir des répercussions? Je ne sais pas quelles seront les répercussions. Ne prenez pas ça sur le ton. C'est nouveau. Ne prenez pas ça sur le ton de la plaisanterie. Mais je veux dire, Pérez, Mahmoud Abbas au Vatican, il ne va rien se passer. Ça va être une belle image. La symbolique, comme disait Michael. Je dirais simplement, si le pape veut faire un miracle, puisqu'on peut toujours espérer des miracles, il faudrait que ce jour-là, M. Mahmoud Abbas dise à Shimon Peres, qui n'a aucun pouvoir, et ça rassurerait sans doute Netanyahou, que le Hamas avec lequel il vient de se marier, M. Mahmoud Abbas, accepte de reconnaître
le droit à l'existence d'Israël. Peut-être que là, les choses changeront ce jour-là. Mickaël, votre image de la semaine, c'est Marine Le Pen qui qui fête son score aux élections européennes. Ça se passait à l'Élysée Lounge dimanche soir. Voilà, ils ont le sens quand même, et aussi la communication à l'Élysée Élysée et Lounge. du clin d'œil, Élysée Dans le Lounge. 8e arrondissement. On est là à 50 Provocation, mètres, c'est une à 50 provocation. mètres du palais d'Élysée. Bon, c'est effectivement une provocation amusée, un peu potache à la manière du Front National qui sait le faire. C'est intéressant parce que, vous voyez, regardez avec la famille Le Pen, on va voir arriver Marion Maréchal Le Pen. C'est un peu le Fouquet's de Marine Le Pen ce soir-là. Elle a également montré que dès qu'elle était dans le résultat des européennes, eh bien, elle tout de suite allait près de l'Élysée, ce qui montre bien, d'ailleurs en demandant également la dissolution, en demandant un changement de scrutin, c'est ce qu'elle a demandé, ça veut dire qu'elle ne pense pas à l'Europe, elle n'a pas demandé la création d'un grand groupe populiste en Europe, elle a demandé des changements nationaux, hexagonaux, ce qui veut bien dire que la seule chose qui l'intéresse, c'est la conquête présidentielle. en interne. Mais vous reconnaissez Merci toujours... messieurs, il faut qu'on se quitte. On continuera à en parler la semaine prochaine. c'est pas Bonne fini. semaine.